Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous voilà réunis au lendemain d'une déclaration de politique générale sans vote de confiance et dans l'attente d'une motion de censure. Nous avons le gouvernement le plus faible de la Ve République et plus largement, nous traversons une crise politique dont nul ne peut prédire à ce stade le dénouement. C'est dans ce contexte un peu particulier que nous examinons aujourd'hui une proposition de résolution visant à réunir le Parlement en haute cour en vue d'engager la procédure de destitution du président de la République prévue par l'article 68 de la Constitution. Ce texte est présenté par Mme Mathilde Panot et 80 autres députés. Jusqu'ici, une seule résolution de ce type avait été déposée devant l'Assemblée nationale en 2016, mais elle avait été déclarée irrecevable par le Bureau, décision en demeurant critiquable et critiquée. La présente proposition de résolution a, elle, été déclarée recevable par le Bureau le 17 septembre dernier. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, une procédure de destitution est examinée au fond par notre commission. Aussi, c'est avec l'idée que nous allons créer un précédent que nous devons examiner ce texte. Avant de nous pencher plus avant sur la résolution elle-même, il est nécessaire de rappeler le cadre dans lequel nous devons intervenir. À la suite d'une divergence de jurisprudence sur l'interprétation de l'ancien article 68 de la Constitution, le pouvoir constituant est intervenu en 2007 sous le mandat de Jacques Chirac pour rénover le statut pénal du chef de l'État. C'est l'article 67 actuel de notre Constitution qui prévoit une immunité totale pour le président de la République s'agissant des actes accomplis en sa qualité et d'une immunité temporaire pour les autres actes. Il existe toutefois deux limites à cette immunité. D'une part, la responsabilité du président peut être engagée devant la Cour pénale internationale dans les conditions prévues à l'article 53-2 de la Constitution. Et d'autre part, et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui, elle peut l'être devant le Parlement réuni en haute cour dans les conditions prévues à l'article 68 de la Constitution. Reprenant les préconisations du rapport de la Commission présidée par Pierre Avril en 2002, le Constituant a profondément réformé l'article 68 de la Constitution. Antérieurement, le président de la République n'était responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. À la place, le Constituant a créé un mécanisme original permettant de destituer le chef de l'État en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Ce mécanisme doit être initié par une résolution qui doit être adoptée par les deux chambres à une majorité qualifiée des 2/3 afin que le Parlement se réunisse en haute cour, laquelle statue également à la majorité des 2/3 et à bulletin secret. La loi organique de 2014, qui a permis l'entrée en vigueur de cette procédure, a prévu des délais restreints. La proposition de résolution doit être inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée au plus tard le 13e jour, suivant les conclusions de notre commission, et le vote doit intervenir au plus tard le 15e jour. Au-delà de la procédure, rappelons que la Ve République étant un régime parlementaire, le président est irresponsable politiquement. La règle cardinale de ce type de régime est que par le contre-seing, c'est le gouvernement qui endosse devant la Chambre basse la responsabilité politique des actes du président. C'était le cas sous la Troisième et Quatrième République. C'est le cas actuellement en Allemagne ou en Italie, par exemple, mais aussi dans les monarchies parlementaires comme l'Espagne. Chacun le sait, la Ve République est un régime parlementaire particulier, que les constitutionnalistes s'accordent à qualifier de présidentialiste. D'une part, le président dispose d'une dispense de contre-seing pour certains actes importants. D'autre part, son mode d'élection au suffrage universel lui permet de sortir de son rôle d'arbitre prévu à l'article 5 et d'opérer une captation du pouvoir, de déterminer et conduire la politique de la nation, pouvoir appartenant normalement au gouvernement, si l'on en croit l'article 20 de la Constitution. Que l'on s'attache à la lettre ou à la pratique, au regard de ses prérogatives, le président de la République doit faire l'objet d'une protection. C'est en réalité la fonction qui doit être protégée. Comme indiqué dans le rapport de la Commission Avril, la fonction présidentielle doit être protégée, y compris contre son titulaire, en cas de stricte nécessité. C'est tout le sens de la destitution prévue à l'article 68. En effet, la protection du président de la République a des contreparties logiques, notamment la nécessité pour le président de respecter ses devoirs constitutionnels, ainsi que le vote des électeurs lorsqu'il s'exprime. Le non-respect de ces devoirs doit, d'une manière ou d'une autre, pouvoir être sanctionné. Le système américain de l'impeachment est un peu différent. Dans le cadre du régime présidentiel, c'est-à-dire sans responsabilité politique de l'exécutif devant le législatif, il vise à permettre de destituer le président ou tout haut fonctionnaire du gouvernement fédéral
en cas de trahison, corruption ou autre crime de délit majeur. C'est dans ce cas d'une responsabilité pénale dont il s'agit. Le mécanisme de l'article 68 implique, à l'inverse, une appréciation politique du Parlement. Il est normal dans une démocratie que les représentants de la nation aient un droit de regard sur les éventuelles fautes du chef de l'État. Il n'y a aucun sacrilège à discuter de la personne ou de la fonction du chef de l'État. Il est sain que l'on puisse en débattre dans le cadre parlementaire, et le cadre parlementaire paraît le plus approprié. Je souhaite rappeler que c'est aux parlementaires de prendre leurs responsabilités et de questionner la pratique présidentielle lorsque celle-ci prend trop de liberté avec la Constitution. Nous avons trop longtemps toléré certains mésusages constitutionnels. Les auditions que j'ai pu mener me confortent dans cette appréciation. Venons-en au dispositif de la résolution qui nous est proposée. Et soulever un manquement du président de la République qui résulterait, je cite, de l'absence de nomination d'un Premier ministre issu de la force politique arrivée en tête aux élections législatives, et ce, alors que la démission officielle du gouvernement date du 16 juillet 2024. Concrètement, les auteurs de la proposition font valoir que, dans les pays de l'Union européenne, on confie partout aux partis arrivés en tête, même minoritaires, le soin de constituer un gouvernement. Précisons qu'en général, une procédure d'investiture est mise en place. Tel n'est pas le cas en pratique sous la Ve République. Le président nomme le Premier ministre, qui lui propose un gouvernement, lequel n'a pas, on peut le regretter, besoin de demander la confiance de l'Assemblée. Il faut ajouter que l'exemple donné du gouvernement de Pedro Sánchez en Espagne ne semble pas pertinent. Il gouverne certes sans majorité absolue, mais sa formation politique était arrivée deuxième, derrière le Parti populaire. Ce n'est donc pas la formation arrivée en tête des élections qui gouverne, mais celle qui a su négocier un accord de compromis lui permettant d'être investie par les Cortes. Il est certain que le respect du résultat des élections législatives est un devoir du président de la République. Pour autant, force est de constater qu'en l'absence de majorité absolue et faute d'avoir négocié une coalition plus large afin d'atteindre le nombre de 289 députés, aucune force politique ne peut être regardée comme ayant remporté les élections. Arriver en tête est une chose, gagner en est une autre. On peut bien entendu regretter que le chef de l'État n'ait pas choisi de donner sa chance à un membre de la coalition arrivé en tête au second tour des élections législatives. Cependant, l'article 8 de la Constitution ne lui imposait pas de nommer une personne issue de cette formation, de cette force politique. Ce motif ne peut donc raisonnablement être qualifié de manquement à un devoir. Pour autant, il importe de rechercher si, dans la situation politique et institutionnelle inédite que vit notre pays, il pourrait exister un manquement à ces devoirs que le chef de l'État aurait commis. Prenons la dissolution elle-même, incompréhensible et en réalité absurde. Alors qu'elle sert normalement à régler des crises, pour la première fois, elle a directement provoqué une crise politique. Est-ce là un manquement ? À minima, une faute politique. Ensuite, le délai de nomination du Premier ministre. Délai non pas trop long en lui-même, mais injustifié en l'espèce. 2 mois perdus, c'est autant de temps en moins pour rechercher une coalition ou pour diriger l'État. Et chacun voit aujourd'hui, avec les retards accumulés pour la préparation du budget, comme ce délai fut inconséquent. Tout ça pour aboutir à la nomination d'un Premier ministre en contradiction flagrante avec le barrage républicain, qui fut pourtant l'événement politique majeur du second tour. Est-ce là un manquement ? À minima, une faute politique. Enfin, alors que le texte, comme l'esprit de notre Constitution commandait à un président défait lors des élections de s'effacer et de n'être qu'un arbitre, au titre de l'article 5, on a vu Emmanuel Macron retenir un morceau du pouvoir, peser sur les choix des ministres, assurer à son camp la majorité des postes. Est-ce là un manquement ? À minima, une faute politique. Il faut dire qu'il n'existe aucune définition dans la Constitution ou dans la loi organique de ce qu'est un manquement. Selon le rapport Avril, l'article 68, je cite, « se garde bien de définir le manquement par sa nature ou par sa gravité, le critère pertinent tenant exclusivement au fait que ce manquement serait incompatible avec la poursuite de son mandat, c'est-à-dire avec la dignité de la fonction qui serait ainsi compromise. » Comme vous le voyez, en réalité, ce n'est un manquement que ce que le Parlement estime en être un. À titre personnel, je considère que le doute est permis
que ces fautes politiques, compte tenu de leur accumulation et de leurs répercussions, peuvent constituer un manquement. Pour autant, si le manquement venait à être retenu, encore faudrait-il qu'il soit manifeste. Or, il ressort des auditions, comme du rapport Avril, que ce qualificatif traduit en réalité l'hypothèse d'un consensus qui dépasse largement les clivages partisans. Cette condition ne me semble pas être remplie aujourd'hui. J'ajoute qu'il existe un autre mécanisme pour aller rechercher la responsabilité de l'exécutif au sens large, la motion de censure. Et d'ailleurs, le seul cas où elle est aboutie, c'est en réaction à une décision du président de la République. Le 5 octobre 1962, le gouvernement Pompidou est renversé après que le général de Gaulle a choisi d'utiliser l'article 11 pour soumettre à référendum la question de l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Sur ces considérations, je laisse la discussion générale se poursuivre. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.